La chimère. Il était une fois, il y a bien, bien longtemps, les choses étranges que je vous raconte arrivèrent à une époque si lointaine que personne ne se la rappelle. Bref, il était une fois une fontaine qui jaillissait au flanc d'une colline dans un pays prodigieux, la Grèce. Autant que je sache, après tant de milliers d'années, elle sourd encore au même lieu. C'était une fontaine agréable. Ses eaux fraîches surgissaient et pétillaient en descendant, aux rayons dorés du soleil couchant le long de la colline. Un beau jeune homme, appelé Bellérophon, s'approcha de ses bords. Il tenait à la main une bride sertie de brillants joyaux et ornée d'un mors tout en or. Auprès de la fontaine, il vit un vieillard, un homme d'âge mûr, et un petit garçon, et aussi une jeune fille qui emplissait une cruche. Il s'arrêta, demanda à se rafraîchir d'une gorgée. « Quelle eau délicieuse !» dit-il à la jeune fille en rinçant et en remplissant la cruche après avoir bu. « Voulez-vous être assez aimable pour me dire si cette fontaine a un nom ?»« Oui, on l'appelle la fontaine de Pirène. Ma grand-mère m'a conté qu'au temps jadis, cette claire fontaine était une belle femme qui fondit en larmes lorsque les flèches de Diane la chasseresse tuèrent ses fils. L'eau, que vous trouvez si douce et si fraîche, provient du cœur de cette mère affligée. Je n'aurais pas cru qu'une source aussi limpide, qui jaillit avec un glou-glou, poursuit sa lancée joyeuse de l'ombre au soleil, pût contenir une seule larme. C'est donc là, Pirène ? Je vous remercie, charmante jeune fille, de m'avoir dit son nom. Je suis venu de loin précisément à la recherche de ce site. Un paysan d'âge mûr, qui avait mené sa vache boire à la source, regarda attentivement Bellérophon et la bride magnifique qu'il portait à la main. « Le niveau de l'eau doit être tombé bien bas dans votre pays, l'ami, fit-il remarquer, pour que vous veniez de si loin uniquement dans le but de trouver la fontaine de Pirène. Mais dites-moi, est-ce que vous avez égaré un cheval ? Je vous vois avec une bride à la main. Elle est belle, ma foi, avec sa double rangée de pierres brillantes. Si le cheval était aussi beau que la bride, vous êtes à plaindre de l'avoir perdu. »« Je n'ai pas égaré de cheval, » répondit Bellérophon avec un sourire. « Mais le fait est que j'en cherche un, et un des plus fameux qui, m'ont dit des personnes bien informées, doit être dans ces parages s'il se trouve quelque part. Savez-vous si le cheval ailé Pégase fréquente encore la fontaine de Pirène comme il avait l'habitude de le faire du vivant de vos aïeux ?» Le paysan se mit à rire. « Quelques-uns d'entre vous, mes petits amis, ont sans doute entendu dire que Pégase était un coursier d'un blanc de neige qui passait à la cime du mont Hélicon la plus grande partie de son temps. Il était aussi sauvage, aussi vif, aussi léger quand il volait dans l'air que tous les aigles qui ont jamais plané dans les nuées. Au monde, il n'était rien qui lui ressemblât. Nul maître ne l'avait scellé ou bridé. Il avait bien des années durant mené une existence heureuse et solitaire. Oh, quel délice d'être un cheval ailé! Dormant comme il faisait
à la cime élevée d'une montagne, passant dans les airs la plus grande partie du jour, Pégase semblait à peine une créature terrestre. Quand on le voyait passer très haut, ses ailes d'argent brillant aux rayons du soleil, on croyait contempler un être céleste descendu un peu trop bas, perdu parmi nos brouillards, nos vapeurs, et cherchant le chemin du retour. Il était beau en vérité de le voir plonger dans la toison floconneuse d'un brillant nuage, s'y perdre une seconde ou deux, pour ressortir à l'autre extrémité. Il arrivait aussi qu'au milieu d'une lugubre tempête de pluie, alors que les nues grisâtres pavaient tout le ciel, le cheval ailé, passant au travers, descendit, suivi d'un rayon des hautes régions. Un instant plus tard, il est vrai, Pégase et la jolie lumière avaient disparu, mais quiconque avait eu la bonne fortune de contempler ce merveilleux spectacle se sentait joyeux tout le jour et aussi longtemps que durait la tempête. En été, par les temps les plus magnifiques, Pégase descendait souvent sur terre. Il fermait ses ailes d'argent, puis, prompt comme le vent, galopait par monts et par vaux en guise de passe-temps. On l'avait aperçu plus fréquemment qu'ailleurs à la fontaine de Pyrène, en train de boire l'eau exquise. Il lui arrivait aussi parfois, Pégase était très difficile dans le choix de sa nourriture, de brouter quelques fleurs de trèfle choisies parmi les plus tendres. Les aïeux des villageois de cette époque avaient pris l'habitude d'aller, aussi longtemps qu'ils restèrent jeunes et crurent à l'existence des chevaux ailés, à la fontaine de Pyrène, dans l'espérance de saisir une vision fugitive du beau Pégase. Mais ces dernières années, on l'avait rarement aperçu. À vrai dire, beaucoup de paysans qui habitaient pourtant à une demi-heure de la fontaine ne l'avaient jamais vu et ne croyaient pas que semblable créature existât. Le paysan à qui s'était adressé Bellérophon était justement un de ces incrédules. Aussi avait-il ri. « Ah oui, Pégase !» s'écria-t-il, et, méprisant, il levait le nez en l'air aussi haut qu'on peut le faire quand on a le nez camus. « Pégase, oui, 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 un cheval avec des ailes. Voyons, l'ami, jouissez-vous de tout votre bon sens? Des ailes à un cheval. Mais qu'en ferait-il? Tirerait-il aussi vigoureusement la charrue? Dites-moi. Ah, pour sûr, on réaliserait une légère économie sur ses fers, mais, d'un autre côté, que dirait son maître en le voyant s'envoler par la fenêtre de l'écurie? Oui? Ou s'il l'emportait au-dessus des nuages, au lieu de le conduire au moulin? Non, 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 moi je ne crois pas en Pégase. Jamais cette ridicule volaille de cheval n'a existé. J'ai quelques raisons de penser le contraire, dit avec calme Bellérophon en se tournant vers un vieil homme aux cheveux gris qui, appuyé sur un bâton, la tête penchée en avant, écoutait attentivement en se faisant un cornet de sa main parce que depuis une vingtaine d'années il devenait de plus en plus sourd. « Mais vous, homme vénérable, qu'en dites-vous ? Continua Bellérophon. Alors que vous étiez plus jeune, vous avez bien vu des fois le coursier ailé, j'imagine. Comment? Hein? Ah oui, 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 ah, jeune étranger, ma mémoire est faible. Mais oui, mais
Pourtant, je me souviens bien qu'au jour de mon enfance, je croyais comme tout le monde à l'existence d'un cheval de cette nature. Hein? À présent, je ne sais que penser, et même il ne m'arrive guère d'y songer. Non, 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 bon, non. Bon. Si j'ai vu pareille créature, c'était il y a longtemps, fort longtemps. À vous parler franc, j'hésite à croire que je l'ai jamais vue. Un jour, il est vrai, quand j'étais enfant, j'ai remarqué, je me le rappelle, des marques de sabots autour de la fontaine. Peut-être c'étaient les marques des sabots de Pégase, peut-être celles d'autres chevaux. Oh. Et vous, ma jolie, ne l'avez-vous jamais vue? Demanda Bellérophon à la jeune fille, demeurée debout, sa cruche sur la tête pendant cette conversation. Avec des yeux pareils, vous avez certainement aperçu Pégase si quelqu'un l'a vu. J'ai cru l'apercevoir un jour, répondit la jeune fille, un sourire aux lèvres et rougissante, très haut, dans l'air. C'était Pégase ou un immense oiseau blanc. Une autre fois, alors que je venais à la fontaine avec ma cruche, j'ai entendu un hennissement. Qu'il était doux et mélodieux. Mon cœur en tressaillit, mais j'eus tout de même peur. Je m'enfuis chez nous sans emplir ma cruche. Oh, que c'est fâcheux, répondit Bellérophon. Et il se tourna vers le petit garçon dont j'ai parlé au début de mon récit, et qui, la bouche grande ouverte, le contemplait comme les enfants sont enclins à le faire lorsqu'ils rencontrent un étranger. « Eh bien, mon jeune ami, lui dit-il en tirant amicalement une boucle de cheveux, je suppose que tu as souvent aperçu le cheval ailé ? Oui, certes, répondit promptement l'enfant. Je l'ai vu hier, et bien des fois avant. Tu es un fier petit homme, reprit Bellérophon en l'attirant à lui. Allez, raconte-moi ce que tu as vu. Eh bien voici. Je viens souvent ici faire flotter des petits navires sur la fontaine et chercher dans l'eau de jolis cailloux. Quelquefois, lorsque je regarde à la surface du bassin, je vois se refléter l'image du cheval blanc qui passe dans le ciel. Je voudrais le voir descendre, me prendre sur son dos et me laisser galoper jusqu'à la lune. Mais au moindre mouvement que je fais pour le regarder, il s'envole très loin, hors de vue. Bellérophon fit confiance à l'enfant, qui avait vu dans l'eau le reflet de Pégase, à la jeune fille, qui avait entendu un si mélodieux hennissement, plutôt qu'au rustre d'âge mûr, qui croyait seulement à l'existence de chevaux de labour, ou au vieillard qui avait oublié les belles choses de son jeune âge. Il revint pendant bien des jours à la fontaine de Pyrène, continuellement aux aguets. Il regardait le ciel ou l'eau avec l'espoir constant de surprendre l'image du cheval ailé ou la merveilleuse réalité. La bride aux joyaux resplendissants aux freins d'or était toujours prête dans ses mains. Les paysans du voisinage, qui menaient leurs troupeaux boire à la fontaine, rirent souvent du pauvre Bellérophon, à qui ils déclarèrent parfois durement qu'un homme jeune, robuste comme il l'était, avait mieux à faire que perdre son temps en une aussi vaine tentative. Ils offrirent de lui vendre un cheval s'il lui en fallait un, ou demandèrent à acheter sa belle bride.
Les enfants eux-mêmes le trouvaient si sot qu'ils avaient pris l'habitude de se moquer de lui sans retenue. Il se montrait assez grossier et ne se souciait aucunement de savoir si Bellérophon les voyait ou les entendait. Un petit polisson, Saint-Jean Pégase, faisait les sauts les plus bizarres qu'il pût imaginer pour montrer qu'il volait, tandis qu'un de ses camarades d'école le poursuivait en lui présentant une tresse de jonc qui était censée représenter la bride ornée de Bellérophon. Mais le gentil enfant, qui avait aperçu dans l'eau l'image de Pégase, réconfortait le jeune étranger plus que tous les vilains petits garçons ne pouvaient arriver à l'ennuyer. Ce cher petit, à ses heures de récréation, venait souvent s'asseoir à son côté où, sans dire un mot, il regardait la fontaine et le ciel avec une foi si innocente que Bellérophon ne pouvait s'empêcher de se sentir encouragé. Maintenant, peut-être désirez-vous apprendre pourquoi Bellérophon s'était mis dans l'idée de s'emparer du cheval ailé. Nous ne trouverons pas de meilleure occasion d'en parler qu'en ce moment où il attend que Pégase se montre. S'il me fallait raconter toutes les aventures antérieures de Bellérophon, j'en ferais facilement une longue histoire. Il sera suffisant de vous dire qu'en une certaine région de l'Asie, un monstre affreux, une chimère, avait fait son apparition, causant plus de méfaits que je ne pourrais en rapporter de maintenant jusqu'au coucher du soleil. D'après les meilleures informations que j'ai pu recueillir, cette chimère était à peu près, si ce n'est tout à fait, la plus vilaine, la plus venimeuse de toutes les créatures, la plus étrange, la plus impossible à décrire, la plus difficile à combattre, la plus malaisée à fuir, qui eût jamais surgi des entrailles de la terre. Elle avait une queue de boa constrictor, un corps comme je ne sais quoi, 3 têtes distinctes, une de lion, une de bouc, la troisième de serpent d'une taille abominable. Un feu d'enfer sortait de chacune de ces 3 gueules. Comme c'était un monstre terrien, je doute qu'elle eût des ailes, mais ailée ou non, elle courait avec la vitesse du bouc et du lion, rampait comme le serpent et arrivait à être aussi rapide que les 3 animaux réunis. Que de mots, mon Dieu, que de mots qu'osa l'affreuse bête. Son souffle de feu pouvait incendier une forêt, brûler un champ de céréales, voire même un village, haies et maisons comprises. Elle avait dévasté le pays entier autour d'elle. Elle dévorait tout cru, gens, animaux, et elle les cuisait ensuite dans le four enflammé de son estomac. Bonté divine, mes enfants, j'espère que ni vous ni moi ne nous trouverons jamais sur la route d'une chimère. Tandis que l'épouvantable animal, si nous pouvons l'appeler animal, accomplissait ses horreurs, Bellérophon vint faire une visite au roi qui régnait sur cette région. Ce roi s'appelait Iobat. Son pays était la Lycie. Bellérophon, l'un des jeunes gens les plus courageux qui fussent au monde, ne demandait qu'à accomplir l'une de ces actions vaillantes et utiles qui lui vaudraient l'amour et l'admiration de l'univers entier. À cette époque, un jeune homme n'avait pas d'autre moyen de se distinguer que de se battre contre les ennemis de son pays, les mauvais géants, les dragons nuisibles ou les animaux féroces lorsqu'il ne trouvait rien de plus dangereux à quoi s'attaquer. Le roi Iobat, constatant le courage de son jeune visiteur, lui proposa d'aller combattre la chimère dont tout le monde avait peur et qui, si on ne la tuait pas bientôt, menaçait de changer la Lycie en désert. Bellérophon n'hésita pas une seconde. Il donna au roi l'assurance qu'il tuerait la chimère redoutée ou périrait à l'œuvre.
Mais songeant d'abord à la rapidité prodigieuse du monstre, il se dit qu'il n'aurait jamais la victoire s'il luttait à pied. Ce qu'il pouvait faire de plus sage était de se procurer la monture la meilleure, la plus rapide qui existât. En était-il au monde qui fût moitié aussi prompte que le merveilleux Pégase, doué d'ailes aussi bien que de jambes, et de plus d'activité dans les airs même que sur terre. Bien des gens, il est vrai, niaient qu'il existât un cheval avec des ailes. À leur avis, toutes ces histoires n'étaient que poésie et absurdité. Mais, si merveilleux que cela parût, Bellérophon croyait à la réalité de Pégase. Il comptait avoir la chance de le rencontrer. Une fois sur son dos, il posséderait plus d'avantages dans son combat contre la chimère. Voilà pourquoi il s'était rendu de Lycie en Grèce, après avoir acheté la bride splendidement ornée qu'il gardait en main. C'était une bride enchantée, qu'il réussit à placer le frein d'or dans la bouche de Pégase, et celui-ci, soumis, le reconnaîtrait pour maître et volerait partout où Bellérophon désirerait aller. Ce fut une attente longue et fatigante que celle de Bellérophon, espérant que le cheval viendrait boire à la fontaine de Pyrène. Il croyait, il craignait, que le roi Iobate ne se figurât qu'il avait fui la chimère. Et puis il s'attristait à la pensée de tous les méfaits qu'accomplissait ce monstre, tandis que lui, au lieu de le combattre, se voyait obligé de demeurer oisif dans la contemplation des eaux de Pyrène jaillies du sable étincelant. Pégase n'était venu que rarement ces dernières années. Comme il ne descendait guère plus d'une fois dans une vie d'homme, Bellérophon redoutait de vieillir jusqu'à n'avoir plus de force en ses bras, ni de courage en son cœur avant l'apparition du cheval ailé. Oh, comme le temps s'écoule lourdement, tandis qu'un jeune homme aventureux languit d'accomplir sa destinée et de cueillir sa moisson de gloire. Quelle dure école que l'attente! Notre existence est brève. Bien des années se passent à seulement apprendre cela. Il était heureux pour Bellérophon que l'enfant, l'ayant pris en si belle amitié, ne fût jamais là de lui tenir compagnie, et lui mit au cœur chaque matin une espérance nouvelle pour remplacer l'espoir flétri de la veille. « Mon cher Bellérophon, lui dit-il, en le regardant d'un regard plein de certitude, je crois que nous verrons Pégase aujourd'hui. » Finalement, n'eût été la foi inébranlable du petit garçon, Bellérophon fut abandonnant tout espoir retourné en Lycie, pour mieux s'efforcer de tuer la chimère sans l'aide du cheval ailé, auquel cas le pauvre jeune homme eût été tout au moins terriblement brûlé par le souffle de cette créature et très vraisemblablement tué et dévoré. Nul ne devrait jamais penser à lutter contre une chimère née de la terre, à moins d'avoir d'abord enfourché un coursier céleste. Un matin, l'enfant mit plus d'espérance encore que d'habitude dans ses paroles. « Mon cher Bellérophon, dit-il, je ne saurais dire pourquoi, mais je sens que nous verrons certainement Pégase aujourd'hui. » Tout ce jour, il ne voulut pas quitter Bellérophon d'un pas. Ils cassèrent ensemble une croûte, puis burent un peu d'eau de la fontaine. Dans l'après-midi, ils s'assirent en cet endroit.
Bellérophon avait placé son bras autour de l'enfant qui avait glissé une de ses petites mains dans la sienne. Plongé dans ses propres pensées, il regardait fixement, sans les voir, les arbres qui ombrageaient la fontaine et les vignes qui grimpaient dans les branches. Le gentil garçonnet, lui, regardait dans l'eau. Il s'attristait par amour pour Bellérophon qu'un nouveau jour d'espoir apporta sa déception comme tant d'autres jours précédents. Silencieusement, il laissa couler 2 ou 3 larmes. Elles allèrent se joindre à celles qu'on disait être les larmes innombrables de Pirène pleurant ses enfants massacrés. Mais au moment où il s'y attendait le moins, Bellérophon sentit la petite main de l'enfant presser la sienne. Il entendit un doux murmure à peine articulé. « Regardez, mon cher Bellérophon, regardez, une image sur l'eau. » Le jeune homme se pencha sur le miroir frissonnant de la fontaine. Il crut y voir le reflet d'un oiseau volant à grande hauteur et dont les ailes, aux rayons du soleil, semblaient faites d'argent ou de neige. « Oh, le bel oiseau, dit-il, qu'il paraît grand, bien qu'en réalité ils doivent être plus hauts que les nuages. » « Sa vue me rend tout tremblant, murmura l'enfant. J'ai peur de lever la tête. Il est magnifique, mais c'est à peine si j'ose contempler son reflet sur l'eau. Ne voyez-vous pas, mon cher Bellérophon, que ce n'est pas un oiseau? C'est Pégase! C'est Pégase, le cheval ailé! Bellérophon sentit son cœur battre à grands coups. Il regarda attentivement dans les airs où il ne vit plus rien, ni cheval, ni oiseau. À ce moment précis, l'apparition avait pénétré dans les profondeurs floconneuses d'un nuage d'été, mais pour une seconde seulement. Elle réapparut. Elle descendait légèrement des nues, mais elle était encore loin de la terre. Prenant l'enfant dans ses bras, Bellérophon se retira. Les broussailles épaisses qui poussaient autour de la fontaine les dissimulèrent tous les deux. Il n'avait pas de frayeur, mais il craignait que Pégase, s'il venait à les apercevoir, ne s'éloignât pour se poser au sommet inaccessible de quelque mont, car c'était bien le coursier ailé. Après les avoir fait attendre si longtemps, il venait étancher sa soif avec l'eau du Pirène. Avez-vous vu une colombe sur le point de se poser? Ainsi, décrivant en son vol de grands cercles, la merveille céleste approchait. Pégase descendait. Ces cercles immenses, majestueux, se faisaient graduellement plus étroits comme il arrivait près de la terre. Plus il devenait proche, plus il était magnifique, plus le mouvement de ses ailes d'argent était beau. Enfin, avec une légèreté qui fit à peine courber l'herbe de la fontaine, il ne laissa qu'une empreinte de sabot tout juste visible sur le sable de la rive. Atterrit, inclina sa tête indomptée et se mit à boire. Il aspirait l'eau en longues et agréables lappées mêlées de pauses tranquilles, heureuses. Une gorgée, une autre, une encore.
Nulle part, au-dessus ou parmi les nuages, Pégase ne trouvait d'eau qui lui plût autant que celle du Pirène. Sa soif apaisée, il brouta quelques-unes des fleurs succulentes du trèfle, les goûtant avec délicatesse, mais peu désireux d'en faire un repas réel, car les herbages qui couvraient les flancs vertigineux de l'hélicon convenaient mieux à son palais que cette herbe vulgaire. Quand il eut bu autant qu'il lui plaisait, prit à sa façon délicate et condescendante une légère nourriture, le cheval ailé commença à faire des bonds, à danser comme s'il voulait négligemment se divertir. Nulle créature ne montra jamais pareil enjouement. Il se démenait d'une manière à laquelle je pense avec délice, agitant ses grandes ailes avec autant de légèreté que n'importe quel pinson, faisant de petites courses, moitié sur le sol, moitié dans l'air, de sorte que je ne sais si je dois les qualifier de vol ou de galop. Lorsqu'un être est aussi parfaitement capable de voler, il arrive qu'il préfère courir pour s'amuser. C'est ce que faisait Pégase, bien qu'il éprouvât quelque peine à tenir ses sabots si rapprochés du sol. Pendant ce temps, Bellérophon, serrant la main de l'enfant, regardait entre les broussailles et pensait qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi beau, jamais contemplé dieu de cheval aussi sauvage, aussi intelligent que ceux de Pégase. Vraiment, il semblait criminel de songer à le brider pour monter sur son dos. Une ou deux fois, Pégase, s'interrompant, renifla l'air, dressa les oreilles comme s'il soupçonnait quelque danger. Mais il ne vit rien et n'entendit rien. Il se remit à folâtrer. Enfin, non qu'il fût fatigué, mais parce qu'il se trouvait enclin à une belle indolence, Pégase, repliant ses ailes, s'étendit sur le doux gazon vert. Pourtant, trop plein d'une céleste vitalité pour rester longtemps tranquille, il ne tarda pas à se rouler sur le dos, ses 4 jambes graciles en l'air. Oh, qu'il était beau à voir, cet être unique et solitaire qui n'avait jamais eu de pareil, mais qui n'avait besoin de nul compagnon, qui, vivant des centaines d'années, était aussi heureux que les siècles étaient longs. Plus il se conduisait comme le font les chevaux mortels, plus il paraissait de cette terre, plus il semblait merveilleux. Bellérophon et l'enfant retenaient leur souffle tant qu'ils pouvaient, en partie parce qu'ils éprouvaient une crainte délicieuse, mais davantage encore parce qu'ils redoutaient que le plus léger mouvement, le plus doux murmure ne le fît s'envoler, vif comme la flèche, vers les lointains azurés du ciel. Quand il en eut assez de se rouler, Pégase se retourna avec indolence. Comme n'importe quel cheval, il étendit ses jambes de devant pour se redresser. Bellérophon avait pressenti le mouvement. Il bondit soudain du fourré et sauta sur l'échine. Oui, il s'élança à califourchon sur le dos du coursier ailé. Oh ! Le saut que fit Pégase en sentant pour la première fois le poids d'un homme sur ses reins. Quel bond! Avant d'avoir eu le temps de respirer, Bellérophon se trouva à 500 pieds dans les airs, s'élevant plus haut encore, tandis que le cheval ailé renâclait, tremblait de terreur, de colère. Plus haut encore, il plongeait dans la brume glaciale d'un nuage que, juste un moment auparavant, Bellérophon avait regardé en se disant que ce devait être un endroit bien plaisant.
Émergeant du nuage, Pégase redescendit avec la vitesse de la foudre, comme s'il voulait se jeter, lui et son cavalier, tête baissée contre un rocher. Puis il fit 1000 cabrioles, les plus sauvages qu'ait jamais faites un cheval ou un oiseau. Je ne puis vous raconter la moitié de ce qu'il fit. Il s'élança en avant, sur le côté, en arrière. Il se cabra droit, les jambes d'avant sur une légère vapeur, celles de derrière sur rien du tout. Il rua, mit sa tête entre ses jambes, ses ailes pointant vers le ciel. À 1 lieue environ de la terre, il fit un tour complet sur lui-même, de sorte que les talons de Bellérophon se trouvèrent à l'endroit où son visage aurait dû être. Celui-ci regardait en bas au lieu d'avoir les yeux tournés vers le ciel. Le coursier tourna la tête. Ses yeux, qui lançaient des flammes, se fixèrent sur ceux de son cavalier. Il fit une tentative terrible pour le mordre. Il agita ses ailes avec une telle sauvagerie qu'une de ses plumes d'argent se détacha, tourbillonna vers le sol, où l'enfant la ramassa. Il la garda jusqu'à sa mort en souvenir de Pégase et de Bellérophon. Ce dernier, comme vous pouvez en juger, était le meilleur cavalier du monde. Il guetta son moment et réussit à insérer le frein d'or de la bride enchantée entre les mâchoires du coursier ailé. Ce ne fut pas plutôt fait que Pégase devint aussi maniable que si toute sa vie Bellérophon l'avait nourri de sa main. Pour vous dire toute ma pensée, il était attristant de voir une créature aussi sauvage devenir soudain aussi apprivoisée. Pégase semblait éprouver le même sentiment. Il se tourna vers Bellérophon. Ses beaux yeux étaient pleins de larmes, succédant aux flammes qui tout à l'heure les incendiaient. Mais quand son cavalier, lui tapotant la tête, eut prononcé quelques paroles fermes, mais cependant douces et apaisantes, un autre regard apparut dans les yeux de Pégase qui, après tant de siècles de solitude, se réjouit au fond du cœur d'avoir trouvé un compagnon et un maître. Il en est toujours ainsi avec les chevaux ailés, et avec toutes les créatures semblables, sauvages, solitaires. Si vous arrivez à vous en emparer et à les dominer, c'est le moyen le plus sûr de vous attirer leur amour. Tandis que Pégase faisait ainsi ce qu'il pouvait pour désarçonner Bellérophon, il avait parcouru de grandes distances. Il était arrivé en vue d'une montagne lorsque le mors fut placé dans sa bouche. Bellérophon, l'ayant vu antérieurement, savait que cette montagne était l'Hélicon, au sommet duquel vivait le coursier ailé qui, après avoir gentiment regardé son cavalier comme pour lui en demander congé, prit pied, attendit avec patience que Bellérophon voulut bien descendre. Le jeune homme sauta de sa monture, mais il continua à la tenir par la bride. Il rencontra ses yeux, et fut si touché par son air doux, par sa beauté, par la pensée de la libre existence que Pégase avait jusqu'alors vécue, qu'il ne put supporter de le garder prisonnier si le captif désirait vraiment sa liberté. Obéissant à son impulsion généreuse, il enleva la bride enchantée et retira le mors. « Quitte-moi, Pégase, dit-il. Quitte-moi ou aime-moi.
En un instant, le cheval ailé fut presque hors de vue, prenant son essor droit vers la cime de l'Hélicon. Il y avait longtemps que le soleil était couché. Le crépuscule régnait au sommet de la montagne et la nuit sombre sur tout le pays environnant. Mais Pégase vola si haut qu'il dépassa le jour dans sa fuite. Il fut baigné dans les hautes lueurs du soleil. Il monta plus haut encore, ne fut plus qu'un point brillant et se perdit complètement dans le vide du ciel. Bellérophon craignit de ne plus jamais le revoir. Comme il se désolait de sa propre folie, le point brillant reparut, se rapprocha, vint plus près encore, descendit au-dessous des rayons solaires et, miracle, Pégase, de nouveau, fut là. Après cette épreuve, il n'y avait plus à craindre que le cheval ailé s'échappât. Bellérophon et lui étaient amis, pleins d'un fidèle amour l'un pour l'autre. Cette nuit, ils dormirent côte à côte. Bellérophon avait placé son bras autour de l'encolure de Pégase, non par précaution, mais par tendresse. Ils s'éveillèrent à l'aube, se souhaitèrent le bonjour, chacun dans sa langue. Bellérophon et sa monture miraculeuse passèrent ainsi plusieurs jours, pendant lesquels, se connaissant mieux, ils s'apprécièrent de plus en plus. Ils firent de longs voyages dans les airs, montèrent parfois si haut que la terre leur apparut à peine plus grosse que la lune. Ils visitèrent de lointains pays, dont les habitants stupéfaits pensèrent que le beau jeune homme sur le dos du cheval ailé descendait du ciel. 1000 lieues par jour, ce n'était rien pour le rapide Pégase. Ce genre d'existence enchantait Bellérophon, qui n'eut rien désiré de mieux que de continuer à vivre ainsi haut dans l'air clair, car le soleil brillait toujours à ces altitudes, quelle que fût la tristesse de l'atmosphère pluvieuse dans les basses régions. Mais il ne pouvait oublier qu'il avait promis au roi Iobath de tuer l'horrible chimère. Aussi, lorsqu'il fut bien habitué à ses prouesses cavalières dans les airs, qu'il fut en état de diriger Pégase d'un léger mouvement de main, qui lui eût appris à obéir à sa voix, il décida de tenter la réalisation de sa périlleuse aventure. Au lever du jour, dès qu'il ouvrit les yeux, il pinça gentiment l'oreille du cheval pour le faire lever. Pégase quitta aussitôt le sol, bondit à environ un quart de lieue en l'air, décrivit un grand cercle autour de la cime du mont pour indiquer qu'il était bien éveillé et prêt à n'importe quelle excursion. Pendant toute cette petite promenade, il ne cessa de pousser un puissant, vif et mélodieux hennissement. Il descendit finalement auprès de Bellérophon avec autant de légèreté qu'en met un moineau à se poser sur une branchette. « Parfait, mon bon Pégase, parfait, écumeur des cieux !» s'écria Bellérophon, qui lui flatta tendrement l'encolure. Maintenant, vif et magnifique ami, rompons notre jeûne. Il nous faut aujourd'hui combattre la terrible chimère. Dès qu'ils eurent pris le repas du matin, bu un peu d'eau pétillante puisée à une source nommée Hippocrène, Pégase de lui-même avança la tête pour que son maître y mît la bride. Puis,
avec nombre de sauts joyeux, de cabrioles légères, il montra son impatience de partir, tandis que Bellérophon saignait son épée, suspendait son bouclier à son cou, se préparait au combat. Quand tout fut prêt, le cavalier montant et, suivant sa coutume, lorsqu'il devait aller loin, s'éleva à 5 lieues, de manière à mieux voir le point vers lequel il allait se diriger. Alors, tournant vers l'Orient la tête de Pégase, il se mit en route pour la Lycie. Dans leur vol, ils rejoignirent un aigle, l'approchèrent de si près, avant qu'il songeât à s'écarter de leur route, que Bellérophon aisément aurait pu le saisir par la patte. À cette vitesse, l'après-midi était encore peu avancé quand ils aperçurent les hautes montagnes de la Lycie, avec les vallées profondes, toutes hérissées d'arbres. Ce doit être l'œuvre de la chimère, se dit Bellérophon. Mais où le monstre peut-il être? À première vue, comme je viens de le dire, aucune des vallées, aucun des ravins qui se trouvaient parmi les hauteurs escarpées de ces montagnes n'offrait de particularité. Absolument rien, si ce n'est peut-être 3 colonnes d'une fumée noirâtre. Sortant de ce qui paraissait être l'entrée d'une caverne, elle montait tristement dans l'air. Avant d'être parvenus au sommet de la montagne, les 3 colonnes se fondaient en une seule. La caverne se trouvait presque directement au-dessous d'eux, à quelques 1000 pieds. La fumée s'élevait lourdement. Elle répandait une odeur désagréable, sulfureuse, suffocante. Elle fit renâcler Pégase, éternuer Bellérophon, à tel point que la monture merveilleuse, habituée à ne respirer que l'air le plus pur, agita ses ailes pour s'enfuir à une demi-lieue de ces vapeurs nocives. Mais Bellérophon, jetant un regard derrière lui, vit quelque chose qui lui fit tirer la bride tout d'abord, puis ramener Pégase en arrière. Il fit un signe. Le cheval ailé comprit, descendit lentement, jusqu'à ce que ses sabots ne fussent plus qu'à une hauteur d'homme, au-dessus du fond rocheux de la vallée. En face, à portée de jet, les 3 spirales de fumée sortaient de la caverne. Qui vit Bellérophon? Il semblait qu'à l'intérieur se trouvât un amoncellement de créatures étranges, effroyables, dont les corps gisaient si étroitement enchevêtrés que Bellérophon n'arrivait pas à les distinguer. Si l'on en jugeait par leur tête, l'une de ces créatures était un énorme serpent, une seconde un lion féroce, et la troisième un bouc affreux. Lion et bouc étaient endormis. Le serpent, très éveillé, regardait aux alentours avec une paire d'immenses yeux farouches. Ce qui était le plus extraordinaire dans tout cela, c'est qu'évidemment les 3 spirales de fumée sortaient des narines de ces 3 bêtes. Le spectacle était d'une étrangeté si grandiose que Bellérophon, préparé qu'il fût à le rencontrer, ne se rendit pas immédiatement compte que c'était là l'effroyable chimère aux 3 têtes. Il avait découvert la caverne de la chimère. Le serpent, le lion et le bouc n'étaient pas, comme il le croyait, 3 créatures distinctes, mais un seul monstre, l'affreuse, la détestable bête. Tout en sommeillant ainsi, pour les 2 tiers, elle serrait encore en ses griffes abominables les restes d'un pauvre agneau. Et qui sait, mais j'ai horreur de l'imaginer, c'était peut-être un pauvre petit garçon que ces 3 gueules avaient rongé avant que 2 d'entre elles ne s'assoupissent.
Bellérophon tressaillit, comme s'il sortait d'un rêve. Il reconnut la chimère. Pégase parut avoir la même notion au même instant. Il émit un gémissement qui résonna comme l'appel d'une trompette à la bataille. Au bruit, les trois têtes se redressèrent. Elles lancèrent de grandes flammes. Avant que Bellérophon eût le temps de songer à ce qu'il convenait de faire, le monstre s'élançait hors de la caverne, bondissait droit sur lui, ses griffes immenses en avant, sa queue de serpent recourbée en plis venimeux. Si Pégase n'avait pas eu la légèreté de l'oiseau, la chimère, se ruant tête baissée, les eût bousculés et la bataille eût pris fin presque avant d'avoir commencé. Mais le cheval ailé n'était pas être à se laisser ainsi surprendre. En un clin d'œil, il se trouva dans les airs, à mi-chemin d'un nuage, renâclant avec furie. Un frisson le parcourait. Ce n'était pas frayeur, mais dégoût profond causé par l'horreur de cette chose venimeuse à trois têtes. De son côté, la chimère se dressa, de façon à reposer absolument sur l'extrémité de sa queue. Ses griffes fendaient l'air férocement. Ses trois têtes lançaient des flammes dans la direction de Pégase et de son cavalier. Grand Dieu! Quel grognement, quel souffle, quel sifflement! Bellérophon, lui, ajustait son bouclier à son bras, tirait son épée. « Maintenant, mon Pégase bien-aimé, murmura-t-il à l'oreille du coursier ailé, il faut que tu m'aides à tuer ce monstre affreux, sans quoi tu retourneras à ton pré solitaire, privé de ton ami Bellérophon, car ou la chimère périra, ou ces trois gueules rongeront ce visage qui a reposé contre ton encolure. » Pégase hennit, tourna la tête, frotta tendrement ses naseaux contre la joue de son cavalier. C'était sa manière de lui dire que, bien qu'il eût des ailes et fût un cheval immortel, il périrait, si l'immortalité pouvait périr, plutôt que de déserter Bellérophon. « Merci, Pégase, répondit ce dernier. Maintenant, élançons-nous contre le monstre. À ces mots, il agita la bride. Vif comme la flèche, Pégase descendit obliquement vers la chimère aux trois têtes qui n'avait cessé de se dresser dans les airs tant qu'elle pouvait. Arrivé à longueur de bras, Bellérophon lança un coup au monstre, mais sa monture l'entraîna avant qu'il eût pu voir si le coup avait porté. Pégase continua sa course pour revenir bientôt à peu près à la même distance de la chimère qu'auparavant. Bellérophon vit alors qu'il avait presque tranché la tête de bouc du monstre. Tenue seulement par la peau, elle pendait et paraissait tout à fait morte. Mais en compensation, la férocité de la tête de serpent et de la tête de lion s'était accrue de toutes celles qu'avait la tête du bouc. Elle lançait des flammes, sifflait, hurlait avec une fureur plus grande qu'auparavant. « Cela ne fait rien, mon brave Pégase, s'écria Bellérophon. Encore un coup comme celui-là, et nous interromprons soit les sifflements, soit les grognements. » Il agita de nouveau la bride. D'un bond oblique comme le premier, le coursier ailé s'élança de nouveau vers la chimère, toujours avec la rapidité de la flèche. En passant auprès d'elle, Bellérophon porta un autre coup droit à l'une des têtes qui restaient.
Mais cette fois, ni lui, ni Pégase n'échappèrent indemnes. Une des griffes déchira profondément l'épaule du jeune homme, l'autre endommagea légèrement l'aile gauche du coursier. De son côté, Bellérophon avait infligé une blessure mortelle à la tête de lion qui, pendant en avant, son feu à peu près éteint, émettait encore des bouffées épaisses de fumée noirâtre. Mais la tête de serpent, la seule qui resta, était 2 fois aussi féroce et aussi venimeuse qu'au début. Elle lançait des langues de feu, longues de 500 pieds, poussait des sifflements si forts, si aigus, si perçants, qu'à 50 lieues de là, le roi Iobat, les entendant, se mit à tressaillir. Son trône trembla sous lui. Hélas, se disait le pauvre roi, c'est bien certain, la chimère est en route pour me dévorer. Pégase s'était de nouveau arrêté dans les airs. Furieux, il hennissait. Ses yeux lançaient des étincelles d'un éclat aussi pur que le cristal. Toute l'ardeur de la céleste monture s'exaltait. Il en était de même pour Bellérophon. « Saignes-tu, mon coursier immortel » s'écria le jeune homme, qui se souciait moins de sa propre blessure que des souffrances endurées par la glorieuse créature qui n'aurait jamais dû connaître la douleur. La chimère exécrable payera ce méfait de sa dernière tête. Il agita les rênes, poussa un grand cri et guida Pégase, non pas en un vol oblique comme précédemment, mais droit vers le front du monstre hideux. L'éclair n'est pas plus prompt que ne le fut Bellérophon en cette attaque qui le mena au contact immédiat de son adversaire. Après avoir perdu sa seconde tête, la chimère avait atteint le paroxysme de la douleur et de la rage effrénée. À la manière dont elle bondissait dans tous les sens, moitié sur terre, moitié dans les airs, il était impossible de dire sur quel élément elle prenait appui. Ses mâchoires de serpent s'ouvraient sur une largeur si abominable que Pégase, allais-je dire, aurait presque pu s'engouffrer jusqu'au fond de sa gorge, ailes déployées et cavalier sur le dos. À leur approche, la bête lança un souffle effroyable qui enveloppa d'une atmosphère de feu Bellérophon et sa monture, dont les ailes furent roussies, tandis que tout un côté des boucles dorées du jeune homme était brûlé. L'un et l'autre trouvèrent la température plus élevée qu'il ne convenait à leur bien-être. Et ce n'était rien auprès de ce qui suivit. Lorsque la course aérienne du cheval ailé l'eut conduit à une centaine de pas, la chimère prit son élan. Son corps énorme, affreux, venimeux, absolument abominable, tomba droit sur le pauvre Pégase, à qui il s'accrocha de tout son pouvoir, autour de qui sa queue de serpent s'entortilla, se noua. Le coursier s'envola dans les airs, haut, plus haut encore, par-dessus les monts escarpés, au-dessus des nuages, presque hors de vue de notre globe solide. Mais le monstre, né de la terre, ne lâchait pas prise. Il était emporté dans l'espace, avec la créature de lumière et d'air. Bellérophon se retourna. Il se trouva face à face avec l'affreux visage grimaçant de la chimère. Seul son bouclier qu'il leva le préserva d'être mortellement brûlé
ou coupé en deux d'un coup de mâchoire. Par-dessus le bouclier, son regard grave plongea dans les yeux sauvages de la brute. La douleur affolait et enrageait la chimère, à un point tel qu'elle ne se garda pas aussi bien qu'elle eût pu le faire en une autre occurrence. Peut-être, après tout, le meilleur moyen de lutter contre une chimère est-il de l'approcher d'aussi près qu'on peut. Dans les efforts qu'elle faisait pour enfoncer ses horribles griffes d'acier dans la chair de son adversaire, la bête découvrit complètement son flanc. Ce que voyant, Bellérophon plongea son épée jusqu'à la garde dans le cœur cruel. Instantanément, la queue de serpent se dénoua. Le monstre, lâchant Pégase, fit une chute vertigineuse de cette hauteur immense. Le feu qui se trouvait dans son sein, au lieu de s'éteindre, brûla avec plus de force que jamais. Il se mit à consumer rapidement la carcasse. C'est ainsi que la chimère en flammes tomba du firmament. Avant que son corps eût touché la terre, la nuit était venue, profonde. Aussi le prit-on pour une étoile filante ou pour une comète. Mais à l'aube, quelques villageois se rendant à leur labeur quotidien furent surpris de trouver plusieurs arpents de sol recouverts de cendres noirâtres. Au beau milieu d'un champ, un amas d'os blanchis montait plus haut qu'une meule de foin. C'est tout ce qui restait de la redoutable chimère. La victoire gagnée, Bellérophon, se penchant, les yeux pleins de larmes, embrassa Pégase. Maintenant, retournons, mon coursier bien-aimé, retournons à la fontaine de Pyrène. Pégase bondit à travers les airs, plus prompt qu'il ne l'avait jamais été. Il eut vite atteint la fontaine. Bellérophon y trouva le vieil homme courbé sur son bâton, le paysan qui menait sa vache boire, et la jolie fille qui emplissait sa cruche. « Ah, je me souviens, dit le vieillard. J'ai déjà vu ce cheval ailé quand j'étais jeune, mais à cette époque-là, il était 10 fois plus beau. J'ai un cheval de trait qui en vaut 3 comme ça, dit le paysan. Si celui-là était à moi, la première chose que je ferais, ce serait de lui rogner les ailes. » La pauvre jeune fille, elle, ne dit rien, car elle avait cette habitude de prendre toujours peur quand il ne fallait pas. Aussi s'enfuit-elle en laissant tomber sa cruche qui se brisa. Bellérophon demanda « Où est l'aimable enfant qui me tenait toujours compagnie, qui ne perdit jamais espoir et ne se lassa jamais de regarder dans la fontaine ?»« Me voici, mon cher Bellérophon, » répondit l'enfant avec douceur. Le cher petit avait passé jour après jour au bord du Pyrène à espérer le retour de son ami. Mais en voyant Bellérophon descendre à travers les montagnes, monté sur le cheval ailé, il s'était retiré dans les broussailles. L'enfant était tendre et délicat. Il craignait de montrer au vieillard et au paysan les larmes qui emplissaient ses yeux. « Oh, tu as remporté la victoire, dit-il. » Et il courut gaiement aux genoux de Bellérophon, toujours juché sur Pégase. « Oh, je le savais. » « Oui, mon cher enfant, » répondit Bellérophon, en quittant le dos du cheval ailé, « mais sans ta foi qui m'a secouru,
Je n'aurais jamais attendu Pégase. Je ne serais jamais monté au-dessus des nuages. Je n'aurais jamais battu la terrible chimère. C'est toi, mon petit enfant chéri, qui as tout fait. Et maintenant, rendons à Pégase sa liberté. Sur ce, il retira la bride enchantée de la monture prodigieuse. Sois libre à jamais, mon Pégase, lui cria-t-il, mais avec une nuance de tristesse dans la voix. Sois aussi libre que tu es rapide. Alors Pégase posa la tête sur l'épaule de Bellérophon. Il ne voulut pas se laisser persuader de reprendre son vol. Fort bien alors, dit Bellérophon en caressant le cheval céleste. Tu demeureras avec moi aussi longtemps que tu le voudras. Tous deux, nous allons sans plus tarder dire au roi Iobat que la chimère n'est plus. Bellérophon embrassa l'aimable enfant, promit de revenir le voir et s'en fut. Plus tard, cet enfant fit sur le courrier céleste des vols encore plus altiers que ceux de Bellérophon. Il accomplit des exploits plus glorieux que la victoire remportée sur la chimère par son ami, car, avec toute sa douceur et toute sa tendresse, il devint un puissant poète.